Bonjour, nous sommes le 26 août 2021 pour ce cours de panorama et aujourd'hui on va parler de l'absurde de Camus. Et donc vous voyez ici la projection du programme comme d'habitude. Et donc aujourd'hui c'est ça le sujet du cours. Et la semaine prochaine on va parler de L'étranger de Camus, ce roman super. Euh, voilà. Et donc, je passe ici au livre de L'Hype décisif de Camus. Et il me semble, et là je m'excuse, il me semble que je vous ai promis de vous indiquer quelques pages à lire. Et je crois que je ne l'ai pas fait. J'ai regardé sur euh, le chat, sur la plateforme, et il me semble que j'ai oublié. Euh, je me suis rendu compte ce matin. Donc, c'était déjà trop tard pour vous indiquer quelques pages à lire. Mais après les cours, c'est valable aussi, si vous voulez. Euh, et je vais essayer de vous montrer parce que je ne sais pas, je sais pas quelle est votre familiarité avec ce cercle existentialiste. Et assez souvent, on fait cette association entre Sartre et Camus comme des philosophes existentialistes. Camus n'aimait pas trop le, la nomination ou la dénomination d'existentialiste, raison pour laquelle assez souvent on fait référence à son travail comme la philosophie de l'absurde, et pas philosophie existentialiste, comme on associe Sartre à cet existentialisme, comme nous avons vu récemment. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une remarque la semaine dernière sur la qualité ou sur la caractéristique de l'écriture de Sartre, que je trouve, moi, personnellement, fatigante, lourde, sèche, philosophique, dans le mauvais sens du mot ou de l'expression. N'est-ce pas? Quand on dit que c'est lecture de Sartre est philosophique dans un mauvais sens, c'est que fait des tournures, c'est trop rationnel, c'est lourd, euh, c'est compliqué, je sais pas, et parfois c'est un compliqué qui n'est pas nécessaire, à mon avis. Et avec Camus, par contre, et pardon, encore sur ça, je ressens moins par rapport à L'enfance d'un chef, cette nouvelle qui est disponible pour la dissertation pour certains. Mais si vous lisez le roman de Sartre, La nausée, à nausea en portugais, c'est un roman assez célèbre. Je le trouve très fatigant. Il y a des longues séances philosophiques parce que le personnage réfléchit en tant que philosophe, en quelque sorte. Philosophe, c'est-à-dire, il n'est pas vraiment un philosophe, mais il a des réflexions philosophiques. Mais nous avons l'impression que c'est Sartre qui met dans ses personnages des réflexions philosophiques à Sartre. Et donc, c'est fatigant. Et on est même capable de développer certaines thèses philosophiques à partir du roman La nausée. Par contre, Camus, à mon avis, et cet avis n'est pas euh, exclusif à moi, il arrive à faire une transition à tout d'abord ses essais philosophiques, comme le livre décisif ou L'homme développé, sont beaucoup plus palatables, plaisants, intéressants à lire et je dirais presque littéraires dans le langage. Ce n'est pas de la littérature parce qu'il ne va pas raconter une histoire, mais là, le langage est presque littéraire. De l'autre côté, il y a une connexion très forte entre les réflexions de Camus dans ses essais philosophiques. L'homme révolté, la réflexion sur la peine capitale et
sa littérature comme on peut voir dans l'étranger. On verra ça clairement. On peut voir ça dans le livre à la peste aussi, entre autres. Pièces de théâtre et d'autres nouvelles, autres écrits littéraires. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, comme vous allez voir, on va le faire ensemble la semaine prochaine, on est capable de reconnaître cette réflexion philosophique de Camus dans l'œuvre littéraire sans faire de l'œuvre littéraire une œuvre philosophique. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Mais quand on a plus ou moins idée des thèses philosophiques du mythe de Sisyphe, par exemple, et on lit l'étranger, on est capable de reconnaître, mais quand on lit l'étranger, on est, je dirais, purement dans les champs littéraires. On a ce plaisir de lire un texte littéraire sans être fatigué par un discours philosophique. Et les réflexions du personnage, Meursault, sont des réflexions, je dirais, propres d'un personnage. Ce n'est pas abusé. Je n'ai pas cette sensation d'être abusé par l'auteur, d'imposer au personnage des réflexions qui dépassent des plans ou de la dimension du personnage. Je dirais comme ça. Donc, ici, je vais vous montrer, nous avons la couverture du livre de Sisyphe. Et je vais commencer parce que je vais les concentrer, je vais ici la table de matière, je vais me concentrer sur cette première partie au plus. Mais je vais commencer par le mythe de Sisyphe ici à la fin, juste pour vous expliquer rapidement ce qui est le mythe de Sisyphe. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du mythe, ce mythe grec, ce mythe antique de Sisyphe. Connaissez-vous cette histoire? Honnêtement, non. Je ne connaissais pas. Oui. Récemment, je crois que ça a été la semaine dernière, c'était la réception des nouveaux arrivants au cours de lettres, réception de calor. Et comme vous savez, je suis coordinateur du bacharelado et la professeure Josélie, coordinatrice de la licenciature. Et nous avons invité une étudiante qui va bientôt finir. Je crois qu'elle a déjà fini sa licence en français pour partager un peu de son expérience, etc. Et nous avons parlé de ENEO, la rencontre nationale d'étudiants de lettres, ou une rencontre nationale d'étudiants de lettres. Et je fais juste je vous raconte une anecdote ici qui a un rapport avec un mythe classique ou antique aussi. Et la première fois que je suis allé à l'ENEO, cette rencontre d'étudiants, ça a été en 2001, et la rencontre a eu lieu à Campo Grande. Et comme vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà participé de ENEO, et c'est intéressant au niveau académique, mais c'est une grande fête d'étudiants avec tout ce qu'on a droit quand on est étudiant. Et au retour dans les bus, on a fait un prix du voyage, c'est-à-dire pour donner ou pour accorder des prix à ceux qui ont été les plus académiques, ceux qui ont fait la fête le plus. Et dans ces prix, il y avait le prix Prométhée Acorrentado. Et comme je ne sais pas si vous connaissez le mythe du Prométhée enchaîné, ou Prométhée Acorrentado, il a été attaché à des chaînes
Il était pris et il y avait un aboutre, si je ne me trompe pas, abutre ou aboutre, je sais pas, qui venait manger son foie tous les jours. Et comme vous savez, le foie régénère. Et c'est-à-dire que l'oiseau venait manger son foie. Les lendemains, le foie régénérait et l'oiseau revenait pour remanger son... Et ça devient une peine éternelle. Une peine éternelle parce qu'elle n'est pas une peine à vie, n'est-ce pas? Parce que dans ces cas, le personnage du mythe ne va pas mourir. C'est juste pour donner une idée d'une peine qui n'aura pas de fin, n'est-ce pas? Et pourquoi je parle de cette anecdote et de cet autre mythe? En fait, moi, là, je ne sais pas si Prométhée a reçu cette punition parce qu'il a volé le feu aux dieux. C'est parce que le mythe de Sisyphe c'est une espèce de peine semblable. Sisyphe, c'est ce personnage qui va être condamné à monter une grosse pierre au sommet d'une montagne. Quand il arrive au sommet de la montagne, la pierre roule montagne à bas, elle redescend et il doit recommencer à remonter la pierre au sommet de la montagne encore une fois. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui, en arrivant au sommet de la montagne, la pierre redescend et Sisyphe recommence sa peine ou sa tâche, n'est-ce pas? Taref. Mais c'est une punition quand même et qui recommence toujours et toujours éternellement. Et c'est ça, en fait, ça c'est le mythe ou l'histoire de base du mythe. Mais Camus, il va partir de ce mythe pour faire une réflexion sur la condition humaine. C'est ça qui est intéressant. Et donc ici, dans cet extrait, à la fin du livre, il reprend le mythe et il explique pourquoi il fait cette relation entre le mythe ancien avec une condition humaine, cette condition humaine de l'absurde ou existentielle en quelque mesure. Donc, je vais vous montrer ici, avec les extraits du texte. Voilà. Ici. Donc, les dieux, ça commence comme ça, les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où, du sommet de la montagne, la pierre retombait par son propre poids. Et ils avaient pensé, avec quelque raison, qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail, inutile et sans espoir. Ici, il y a quelque chose à commenter dans ce mythe. Comme vous voyez, la punition la plus terrible, selon les dieux qui ont condamné Sisyphe, c'est un travail inutile, c'est-à-dire Sisyphe va faire à plusieurs reprises, il va répéter le même travail sans utilité, inutilement, sans un but, parce qu'il n'y a pas de raison à faire rouler un rocher au sommet de la montagne pour le voir retomber et recommencer. Et sans espoir parce que il n'y aura pas de fin. Dans cette structure mythologique, comme vous savez, assez souvent dans la structure de mythe, la structure temporelle n'est pas la même de notre vie quotidienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on peut avoir un mythe, l'histoire d'un mythe comme celui-là. C'est quelque chose qui est éternel. Donc la punition de Sisyphe est éternelle. Il n'y aura pas de fin. Donc le travail inutile et sans espoir. Sans espoir de fin, sans espoir d'objectif, sans espoir
d'arriver à une résolution, n'est-ce pas? Et je continue ici. Voilà. On a compris déjà que Sisyphe est le héros absurde. Et on va parler un peu plus de cette notion de héros absurde après. Il l'est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie lui ont valu ce supplice indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever. C'est-à-dire, tout l'être s'emploie, se dédie, se consacre à rien achever. Achever ici comme un synonyme de terminer, de mettre fin à quelque chose. Donc, pour le traduire, un supplice indicible où todo o ser se emprega, né, se consagra a não terminar nada, a não concluir nada. C'est le prix qu'il faut payer pour les passions de cette terre. Parce que, comme je vous ai dit, Sisyphe a été condamné par ses passions et aussi par ses passions. Donc, j'avance ici encore. Et il va encore insister dans cette description, n'est-ce pas? Sisyphe regarde alors la pierre dévalée en quelques instants vers ce monde inférieur, d'où il faudra la remonter vers les sommets. Il redescend dans la plaine, dans le plaine comme un synonyme de, pas synonyme, mais un sens de planisme. D'accord? C'est pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Et ici, je profite de l'extrait pour vous expliquer, pour commenter quelque chose. Ici, on va appeler le texte, le mythe de Sisyphe de Camus, un essai philosophique, c'est-à-dire en portugais, ensaio philosophe. Et ce genre textuel, l'essai, il devient célèbre aujourd'hui. On peut comparer au niveau philosophique, comparer ici pour marquer la différence, pas pour marquer les similarités. Mais dans la philosophie, assez souvent, nous avons les célèbres, les fameux traités philosophiques. Un traité philosophique, il a une intention, un but d'essayer d'expliquer la complétude ou l'intégralité de la condition humaine ou d'une condition philosophique ou d'une réflexion. Un essai philosophique, tout essai philosophique a d'une certaine façon comme point de départ la notion qui nous est impossible de dominer ou d'expliquer un sujet dans son intégralité, c'est-à-dire épuiser un sujet dans toutes les possibilités possibles. Et comme vous savez, vous utilisez le verbe essayer en français assez souvent, n'est-ce pas? Je vais essayer de lire le livre aujourd'hui. Je vais essayer d'arriver plus tôt. C'est un synonyme de tenter, n'est-ce pas? Je vais tenter d'arriver plus tôt. Et donc, l'idée de l'essai philosophique, c'est celle, parce que essayer, nous avons une racine philologique. Et nous avons tenter, tentative. Donc, l'essai philosophique, c'est une tentative d'explication de quelque chose, sachant qu'il nous est impossible de tout dire sur un sujet et que notre réflexion, elle sera fragmentaire, elle sera une partie
de ce qui nous est possible de dire sur un thème, sur une réflexion, sur la philosophie, etc. Donc ici, dans cet essai philosophique, Camus va, où il se propose de parler sur cette thématique de l'absurdité de la condition humaine. Et vous allez, plus j'explique, plus il sera clair la connexion avec la réflexion sur l'existentialisme de Sartre. Et vous allez voir que Camus utilise parfois les mêmes mots, les mêmes concepts. Je ne vais pas dire les mêmes parce que ça change la compréhension ou la définition de certaines notions, mais il va utiliser le même terme, comme angoisse, comme souci, comme liberté, etc. Mais ça peut changer un peu la définition de ces termes. Cela dit, je reviens au texte. Ah oui, encore une autre chose intéressante du texte de Camus et qui nous donne cette dimension de l'essai philosophique, de cette tentative d'explication de quelque chose. Ici, un aspect de la condition humaine. C'est que Camus, et ça c'est une caractéristique possible d'être reconnue ou rencontrée dans plusieurs essais philosophiques, qui est le texte écrit à la première personne. Comme si vous avez jeté un coup d'œil sur le texte de Sartre, je peux me tromper là sur ce que je vais dire, mais il me semble que c'est un texte plus impersonnel, celui de Sartre. Et celui-ci de Camus, c'est un texte à la première personne. Et ça remet la réflexion chez l'auteur, ou dans la perspective de l'auteur. C'est-à-dire que lui, il arrive à faire cette réflexion. Cela ne veut pas dire que ce qu'il nous apporte en tant que réflexion soit une vérité absolue ou la recherche de cette vérité absolue ou, je ne sais pas, totalisatrice, etc. Donc, je reviens au texte après cette explication. C'est pendant ce retour, ici, quand il parle de retour, c'est quand cette pause, quand Sisyphe se rend compte qu'il faut recommencer le travail de remonter la pierre, que Sisyphe m'intéresse. Et ici, vous voyez la première personne. Un visage qui peine si près de Pierre est déjà Pierre lui-même. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il connaîtra la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement sur son malheur, cette heure est celle de la conscience. Et peut-être je peux me servir ici de voilà. Donc, je change la couleur ici de la conscience. Les tourments. Voilà, c'est bon pour l'instant. Voilà. Donc, je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers les tourments. Les tourments ici, c'est cette condition de répétition, cette condition de recommencer le même travail, la même tâche, la même obligation, la même peine, dont il connaîtra la fin. Parce que la peine décisive, c'est de
remonter au sommet de la montagne la pierre ou le rocher. Le plus important ici, peut-être à visualiser la scène, parce que moi, j'avais dit pierre, mais quand on dit pierre en français, on pense à un caillou, peut-être, un petit morceau de pierre. Donc, c'est facile à remonter la montagne avec une pierre toute petite. Mais en fait, c'est un rocher, donc c'est un bloc énorme de pierre. Donc, c'est difficile à faire remonter ces rochers qui va rouler, redescendre au pied de la montagne. Donc, c'est un tourment de recommencer et de connaître à la fin, c'est-à-dire, comme nous avons vu dans le premier paragraphe, inutile. Et il connaît la fin. Je pense à un exemple à vous donner. Mais oui, je ne sais pas. Non, je ne vais pas chercher d'exemple ici. J'aurais dû le faire avant. Mais il dira ici 7 heures qui est comme une respiration et qui revient aussi sûrement sur son malheur. 7 heures est celle de la conscience. La conscience ici, pour Camus, c'est ces moments dans lesquels on se met à réfléchir sur notre condition humaine, sur notre vie, sur notre être dans le monde, star le monde. D'accord? Donc, j'arrête ici l'explication du mythe parce que vous allez voir qu'il utilise ou il s'utilise de ce mythe pour parler de la condition humaine. Dans ce qui est la condition, par exemple, cette conscience de vivre. Et pourquoi on continue à vivre, étant donné la misère, les difficultés, la tristesse, etc., que nous rencontrons ou que nous connaissons dans notre vie. Parce que, comme vous savez très bien, ici je ne vois pas vos visages, mais je vois les noms de Taina, Caroline, Fábio, Henrique, Marcos, Letícia, entre autres. Et je vous invite, en citant vos noms ici, je vous invite à cette réflexion. Vous savez très bien, surtout dans un moment comme une pandémie, ce moment, parce que la pandémie, en fait, elle a rendu la vie encore plus difficile, n'est-ce pas? Avec les confinements, la distance des amis, des gens de la famille, certaines personnes ont perdu leur emploi ou ils ont perdu leur rente, ils ont eu une réduction de la rente, da renda, ou du revenu, ou salário. C'est-à-dire que ça devient plus difficile à payer les loyers, à payer les factures, l'électricité, les supermarchés, etc. Donc, je vous invite à cette réflexion proposée par Camus. Et donc, on part de cette image du mythe décisif, de quelqu'un, un personnage mythique qui a cette peine, cette tâche de faire remonter un rocher tous les jours. Et puis, ça recommence tous les jours. C'est plus ou moins pour traduire en portugais l'expression que nous avons matar um leão por dia. Mais la différence, c'est que o leão é o mesmo, é o rocher, é a pedra, n'est-ce pas? C'est cette différence, parce que matar um leão por dia, il y a à chaque jour une difficulté différente. Le mythe décisif, en fait, il nous apporte ici la même difficulté tous les jours. Et donc, je vais revenir au début du texte. Au début du texte. Voilà.
Et Camus, il commence avec, ici c'est la première phrase du texte. Et je vous demande 2 secondes parce qu'il y a Jobim qui miaule et il y a Caïtan qui dort. Je vais juste vérifier ici si j'arrive. Je vais laisser la porte entrouverte et je vais voir si la l'arrête. C'est compris. Jobim est un chat très chiant quand il veut. Il est très mignon, mais il peut être très chiant, insistant. Donc ça reste en régie. Oui, non, 2 secondes parce qu'il continue. Il entre dans la chambre. C'est ça le problème. 2 secondes, je reviens. Je suis de retour. Est-ce que vous m'écoutez? Ça va? Ça va, vous m'écoutez? Oui, professeur. Ah, d'accord, merci. Voilà, les problèmes de famille. Et vous voyez, ça c'est le cas ici de mon chat, Jobim, qui miaule le matin. C'est une espèce de rocher à remonter au sommet de la montagne tous les matins. C'est toujours la même chose, toujours, toujours. Et, et avec un petit enfant qui dort le matin et qui a ses difficultés à dormir, c'est la peine que je dois achever ou accomplir à chaque jour. Donc, on revient au texte ici. Et Camus commence le texte comme ça. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Ça, c'est quelque chose qui arrive euh, euh, assez souvent dans l'histoire de la philosophie. C'est parce que la philosophie, en gros, c'est une tentative d'explication des choses, du monde, de la connaissance, de l'art, de l'éthique, c'est-à-dire de l'action humaine, n'est-ce pas? Quels sont les principes qui guident l'action humaine? Ça, c'est l'éthique, etc. Et n'est-ce pas? Quand on se met, par exemple, à expliquer l'existence de Dieu, si Dieu existe ou n'existe pas, ou la raison d'être dans ce monde, etc. Et en fait, ici, et je vous demande une certaine attention à ce moment, surtout parce qu'il parle du sujet du suicide. Et ce qu'il fait ici, ce n'est pas un éloge au suicide. Il ne va pas parler du suicide comme je pense, ce n'est pas une invitation, d'accord? C'est ce qu'il appelle ici le suicide philosophique. En fait, il part de la notion de suicide, c'est-à-dire de mettre fin à sa vie, sa propre vie, pour proposer une réflexion au contraire, en fait. Il dit, ce qu'il va à la réflexion qu'il nous invite à faire, c'est face à la difficulté de la vie, et je fais la pause à cause du chat ici, mais penser à, je disais, de la difficulté
de la vie pendant la pandémie. La vie était déjà difficile avant la pandémie. Avec la pandémie, ça devient encore plus difficile. Et face aux difficultés que nous subissons, que nous vivons à chaque jour, les suicides seraient là, vous voyez, je mets au conditionnel, serait une sortie, une résolution, une solution au problème de la vie. Et la question qui se pose, pourquoi on ne se suicide pas? Pourquoi on insiste dans la vie? En dépit de toutes les difficultés, malgré toutes les difficultés. C'est ça, c'est pour ça qu'il rend le suicide comme une question philosophique. D'accord? C'est-à-dire, en tant que possibilité, pourquoi on ne fait pas recours au suicide et on insiste dans la vie. Et le plus important ici, dans cette réflexion, et c'est d'une certaine façon la connexion avec Sartre, ou une des connexions avec Sartre, dans cette réflexion existentialiste, pour le dire comme ça, c'est que cette explication à cette insistance dans la vie, Camus ne va pas la chercher ailleurs, dans la transcendance, dans la métaphysique, dans la religion, dans tout ce qui dépasse une explication rationnelle, existentielle, etc. Il va chercher les explications dans la vie elle-même, raison pour laquelle on peut placer cette réflexion philosophique de Camus du côté de l'existentialisme, parce qu'on va se limiter à l'espace de l'existence de la vie que nous connaissons. On ne va pas chercher ailleurs, au-delà, dans la religion, dans la métaphysique, dans la transcendance, dans la spiritualité, par exemple. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Et le plus important ici, c'est que dans cette phrase, ces deux premières phrases, juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est valide ou non valide la peine de ser vivre, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Pourquoi c'est la question fondamentale de la philosophie? Parce que sans la vie, il n'y a pas de philosophie. Si on n'est pas vivant, si on n'existe pas, il n'y aura pas de réflexion, il n'y aura pas de philosophie, il n'y aura pas de littérature, il n'y aura rien. N'est-ce pas? Et donc, j'avance ici. Oups. Voilà. Et donc, j'ai mis ici en rouge juste deux expressions. Je ne vais pas tout lire. Mais en fait, il cherche la raison de vivre ou l'essence de la vie. Ça, ce sont deux expressions qui vont revenir dans ce texte de Camus. L'essence de la vie et la raison de vivre. Et en plus, ce qu'il va nous apporter, surtout avec cette notion de sens de la vie, sentido da vida. Et peut-être c'est ce que nous cherchons tous et toutes, n'est-ce pas? Et vous allez voir que l'absurde de la condition humaine, selon lui, quand on efface, quand on éloigne de nous toute explication divine, transcendantale, religieuse, c'est que la vie n'a pas de sens. Il n'y a rien qui explique l'existence de la vie. Oui, au niveau biologique, on va trouver un sens de la vie. La connexion entre les molécules, les atomes, etc. L'oxygène, je ne sais pas, et il y a la vie. Mais ce qu'il cherche ici, ce n'est pas cette explication biologique, mais c'est être dans ce monde. Est-ce que notre vie, elle a un sens? Et nous avons vu avec Sartre la semaine dernière que l'essence de la vie, selon Sartre, c'est la construction de toute une vie.
Souvenez-vous de cette explication que je vous ai donnée la semaine dernière, c'est-à-dire l'essence de la vie, c'est l'ensemble ou l'accumulation d'expériences de la vie. C'est-à-dire, et je vous ai donné même l'exemple de l'autobiographie, n'est-ce pas? L'essence de la vie, on aura à la fin de notre vie. Et on va se dire, ah oui, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'arrive maintenant à reconnaître l'essence de la vie que j'ai vécue. Mais ici, Camus, en fait, l'essence de la vie qu'il cherche, c'est pourquoi on insiste dans la vie, pourquoi nous continuons à vivre, pourquoi nous ne retirons pas notre vie, par exemple, par le suicide. Parce qu'il y a, en fait, c'est ça qui est le plus important, parce que si on parle tout simplement comme ça, nous avons l'impression de se résigner, c'est-à-dire que la vie n'a pas de sens, donc il n'y a rien à faire, on va se laisser emporter par la vie, par des situations, on ne va rien faire, c'est ça, en fait. Et non, il y a quelque chose qui nous pousse, il y a une force qui nous fait avancer ou qui nous fait continuer. C'est ça qu'il cherche. 2 secondes, Eric, il me semble que tu as laissé un commentaire ici. Ah d'accord, tu m'écoutes bien. Ok. Donc, on avance ici. Il va parler ici rapidement que le suicide a été traité seulement comme un phénomène social. Et juste pour vous donner une référence, il y a un travail, c'est d'une certaine façon un travail célèbre, peut-être qui a fondé la sociologie, au moins au sens moderne, c'est le suicide, l'œuvre d'Émile Durkheim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est d'un point de vue sociologique, ici philosophique, existentiel. Et voyons encore. Non, on peut avancer. Et puis ici, on arrive plus ou moins dans l'explication de l'absurde. Donc, il dira ici, c'est avouer, je commence ici tout en haut, c'est avouer qu'on est dépassé par la vie ou qu'on ne la comprend pas. Quand Camus dit que la vie n'a pas de sens, que la vida não tem sentido, c'est dans ce sens-là que l'on ne comprend pas la vie. Et il dira ici dans la suite, c'est seulement avouer que cela ne vaut pas la peine. Vivre naturellement n'est jamais facile. On continue à faire les gestes que l'existence commande pour beaucoup de raisons, dont la première est l'habitude. Donc, il met ici l'habitude comme une des raisons qui explique pourquoi nous continuons à vivre, pourquoi nous restons vivants, pourquoi nous choisissons de continuer la vie par l'habitude. Bon, et il continue. Mourir volontairement suppose qu'on a reconnu, même instinctivement, le caractère dérisoire de cette attitude. Dérisoire, c'est sans raison ou sans rationalité. L'absence de toute raison profonde de vivre et le caractère insensé, insensé ici comme insensato, de cette agitation quotidienne et l'inutilité de la souffrance. Je trouve cette expression très forte, l'inutilité de la souffrance. Ça, c'est quelque chose de très fort, à mon avis.
Joanne, ok, le cours restera enregistré, tu peux regarder la fin du cours après. Mais je trouve surtout cette partie de l'inutilité de souffrance comme très forte quand on parle de ces sujets de suicide. N'est-ce pas? C'est un moment dans lequel on se rend compte que c'est inutile de continuer à souffrir, de souffrir toujours. Ou l'avant-dernier ici, le caractère insensé, sans sens, sem sentido, né, insensato, dans, dans ces... insensato, ça me fait penser à la chanson Insensato Coração, n'est-ce pas? Je vais juste fermer la porte ici. Et je veux voir si le chat nous permet de continuer sans problème. Mais Insensato Coração é o coração, na música, né, o coração sem razão, que segue seu sentido, seu não sentido, né, qui provoque sofrimento. Et donc, le caractère insensé de cette agitation quotidienne, de la vie, agitation quotidienne ici. Et donc, ça, c'est en fait ce qu'il décrit ici. Ce n'est pas encore l'absurde de la condition humaine ou l'absurde philosophique. C'est la précondition. C'est presque l'état psychologique, l'état d'esprit de la personne quand elle prend conscience de sa condition humaine et de cette condition humaine qui ne va pas chercher d'explication dans un Dieu, dans la religion, dans la transcendance, dans quelque chose au-delà de la vie. Et donc, dans cette atmosphère, il va nous apporter cette idée. L'homme se sent étranger. Et il va définir cette sensation d'être un étranger dans la vie comme un exil. Et le divorce entre l'homme et sa vie est le sentiment de cette absurdité. Et en fait, nous avons dans les textes, c'est pas deux termes différents. C'est peut-être, je dirais, que c'est la construction ou la fixation du terme, parce qu'il va parler ici d'absurdité, et puis il va fixer le terme l'absurde. Parce que comme vous voyez, l'absurdité, la terminaison absurdité comme réalité ou qualité, je ne sais pas, ça rend je vais dire comme ça nominalise un adjectif. N'est-ce pas? Parce que nous avons absurde comme adjectif. Et l'absurdité, c'est le substantif, c'est-à-dire la qualité de ce qui est absurde. Mais Camus va rendre cet adjectif un substantif et puis il va parler de l'absurde. N'est-ce pas? Et même en portugais, on traduit comme ça. N'est-ce pas? O absurdo, o teatro do absurdo, comme ça. On nominalise, on substantifie. Ça n'existe pas en français. En portugais, on le dit substantivar, un adjectif. N'est-ce pas? Donc, le divorce entre l'homme et sa vie. Et ici, c'est intéressant de penser, comme je vous ai dit, moi, je suis un admirateur passionné du texte de Camus. Les divorces entre l'homme et sa vie. C'est intéressant parce qu'il fait la différence entre l'homme, la personne, et sa vie. C'est comme si la personne était, je ne sais pas, le sujet, c'est pas une subjectivité, une conscience, et la vie, c'est-à-dire la résolution pratique ou
les expériences pratiques qu'on arrive à faire ou à vivre. Et assez souvent, il y a un divorce entre les deux. C'est-à-dire que la personne que nous sommes n'est pas contente de la vie que nous menons. Mener ici dans le sens de levar. A pessoa que nós somos não está feliz ou contente da vida que a gente leva. Et comme ça, quand j'ai construit cette phrase, j'imagine que vous comprenez qu'on peut faire la distinction entre les deux choses. La personne que nous sommes et la personne que nous sommes, c'est la personne c'est la personne qui vit, c'est la personne qui aime, c'est la personne qui a envie, qui a certaines volontés, qui projette un avenir différent. Et la vie que nous avons, que nous vivons, que nous menons, c'est ce qu'on arrive à avoir au moment présent. N'est-ce pas? Et assez souvent, je peux dire comme ça, il y a cette divorce, cette différence. N'est-ce pas? Et vous voyez que cette réflexion ici, elle est complémentaire à celle de Sartre. Parce que Sartre, il pense au sens de la vie, comme je disais, à la fin, à l'accumulation d'expériences. Et ici, nous avons un sujet que Camus appelle l'homme, et moi je préfère l'appeler la personne pour englober homme, femme et toutes les autres conditions humaines. Et ce qui en réalité nous arrivons ou nous sommes capables de vivre. C'est-à-dire la projection, les envies, les volontés, les désirs d'un côté et ce que nous avons effectivement. La vie, c'est ce que nous avons effectivement. Et la personne que nous sommes, c'est ce que nous avons effectivement et la projection des envies, des passions, des désirs, etc. Et assez souvent, il y a ce divorce. Ce qui nous met assez souvent dans une condition de conscience de la misère et de la difficulté de la vie. Et c'est ça, ce divorce entre les deux qui est proprement, comme dit ici Camus, tout en bas ici, les sentiments de l'absurdité. Et c'est intéressant parce qu'il va expliquer que l'absurde n'est pas les sentiments de l'absurdité. Et comme je t'ai dit par rapport à ça la semaine dernière, c'est intéressant parce que il y a quelque chose de très proche de la psychologie dans cette réflexion existentialiste. Même les concepts, angoisse, peur, souci, passion, désir, il y a là une certaine notion qui dialogue avec la psychologie, la psychanalyse. Et donc, il dira ici, voilà, les sujets de cet essai est précisément le rapport entre l'absurde et le suicide. La connexion, le rapport, la relation entre l'absurde et l'absurde, c'est le non-sens de la vie ou le fait que la vie n'a pas de sens et le suicide. C'est ce qu'il va traiter, ce qu'il va discuter dans cet essai. La mesure exacte dans laquelle le suicide est une solution à l'absurde. Et puis il va continuer parce qu'en fait, il va laisser clair que le suicide, selon lui, n'est pas une solution à l'absurde. Parce qu'en fait, le suicide, avec la mort, il va mettre fin à la vie. Et donc, il ne sera pas une explication ou une solution, n'est-ce pas? Ou au moins une solution
comment je peux dire, une solution effective, n'est-ce pas? Et voyons ici, non, je vais avancer. Voilà, cette partie ici. Une seconde. Oui, parce qu'en fait, je ne vais pas entrer dans cette discussion, mais il y a ce concept aussi. En fait, je vous explique quelque chose qui peut être déroutant ou déboussolant. Déboussolant que faz a gente perder um pouco a. Como je peux dire? Deixa a gente um pouco perdido, é isso. Dans les textes de Camus, c'est que dans les sens philosophiques ou théoriques, il ne nous apporte pas des concepts, mais plutôt des notions. Et moi, je fais cette distinction entre notion et concept parce que le concept, il est bien délimité, il est bien défini. Donc, le concept je sais pas, c'est un peu bête ce qui vient à la tête. Mais par exemple, vous connaissez la chanson Uma Casa Muito Engraçada, n'est-ce pas? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, etc. Vous voyez qu'en fait, le titre de la chanson, Casa Muito Engraçada, a música é uma definição do que é a casa muito engraçada. Então a gente poderia chamar a casa muito engraçada de um conceito. Qual que é o conceito de casa muito engraçada? Que não tem teto, que não tinha nada. E ficava na Rua dos Bobos no deserto. Voilà. Et la notion, en fait, c'est quelque chose qu'un auteur, un philosophe apporte, ou un théoricien apporte dans un texte. Il va employer cette notion dans le texte sans la définir précisément. Et donc, quand on lit le texte, nous avons, on voit qu'il utilise l'expression ou le mot plusieurs fois, le terme, mais il n'y a pas un paragraphe dans lequel il va dire ça, c'est la définition. Il laisse. Et donc, il faut dépréhender du texte la compréhension de ce terme. C'est ça que j'appelle une notion. Et dans ce texte, on va avoir cette notion d'espoir, qu'on peut traduire en portugais comme espérance. D'accord? Et la notion d'espoir chez Camus n'est pas transcendantale. Ce n'est pas l'espoir divin ou que quelque chose de divin va arriver. D'accord? C'est plutôt presque dans le sens d'une attente. Ou comme, moi je dirais, comme Mário Sérgio Cortella dit en portugais, é a esperança não de esperar, mas de esperançar. N'est-ce pas? Et donc, il va continuer ici. Ce n'est pas en vain qu'on a jusqu'ici joué sur les mots et fin de croire, c'est-à-dire faire mine de croire, et faire croire que refuser un sens à la vie conduit forcément à déclarer qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça, peut-être, c'est une des phrases les plus importantes jusqu'à présent. Une des phrases les plus importantes dites aujourd'hui. C'est-à-dire que Camus dit, il a joué avec les mots, et quand il dit que refuser un sens à la vie, quand il dit que la vie n'a pas de sens, il ne veut pas nous conduire forcément à déclarer que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Raison pour laquelle j'ai dit à plusieurs reprises ici que ce que Camus veut n'est pas faire une invitation au suicide. Donc son texte n'est pas un texte pessimiste
il ne va pas nous donner un message ou transmettre un message que la vie ne veut pas, ne vaut pas la peine d'être vécue. Au contraire, la vie vaut la peine d'être vécue, mais il faut trouver des explications dans la vie, dans la personne et pas ailleurs. Et donc, voilà cette phrase ici. Est-ce que son absurdité exige qu'on lui échappe par l'espoir ou le suicide? Voilà ce qu'il faut mettre à jour, poursuivre et illustrer en écartant tout le reste. Et donc, c'est-à-dire qu'on insiste dans la vie, on a deux options, l'espoir, espérer quelque chose, ou le suicide, c'est la fin de tout. Mais le suicide ne va pas résoudre le problème de l'absurdité de la vie. Donc, il va prendre le chemin de l'autre côté, de l'espoir. Et avançons encore. Et ici, c'est une provocation intéressante quand il dit, y a-t-il une logique jusqu'à la mort? Parce qu'en fait, une des explications qu'il donne au suicide, c'est le manque de logique dans la vie. Mais il se demande, est-ce qu'il y a de logique dans la mort? Non. Et donc, une des choses difficiles dans cette réflexion de Camus, c'est d'accepter que la vie n'a pas de sens, que la vie n'a pas de logique. C'est ça, une des choses compliquées. Et avançons ici. Oui, parce qu'en fait, ici, c'était l'introduction dans laquelle il pose sa question philosophique. Et j'entre ici dans cette partie. Les murs absurdes. Et voilà. Voyons cette phrase. Les sentiments de l'absurdité. Et vous voyez qu'il parle toujours, encore ici, de sentiments de l'absurdité. Parce que ces sentiments de l'absurdité, c'est une sensation, un sentiment, encore. Il n'est pas encore dans une définition philosophique. Et ce qui place la réflexion de Camus dans l'existentialisme, c'est que quand il place ou quand il nous pose ce problème d'un sentiment de l'absurdité, sa réflexion est sur la vie et ça et pas sur un problème philosophique abstrait ou autre. D'accord? Donc, le sentiment de l'absurdité, au détour de n'importe quelle rue, peut frapper à la face de n'importe quel homme, tel quel, dans sa nudité désolante, dans sa lumière sans rayonnement, il est insaisissable. Insaisissable ici, c'est que on ne peut pas saisir, on ne peut pas toucher, on ne peut pas les prendre. Donc, selon lui, ces sentiments de l'absurdité, c'est quelque chose que on n'arrive pas à saisir concrètement. C'est une sensation, c'est un sentiment. Et j'ai mis en rouge ici parce que, au contraire de Camus, qui était de Sartre, qui était lourd philosophique, Camus va être poétique, littéraire. Donc, dans tel quel, c'est-à-dire les sentiments de l'absurdité, tel quel, comme il est, dans sa nudité désolante. Vous voyez comment il essaye d'expliquer un peu les sentiments de l'absurdité. Na sua nudez desoladora e dans sa lumière sans rayonnement, na sua luz sem, sei lá, resplandecência, il est insaisissable. Donc, on ne peut pas le saisir, le prendre. Continuons ici. Voilà. Cet insaisissable sentiment de l'absurdité
peut-être alors pourrons-nous l'atteindre, alcançar dans les mondes différents mais fraternels de l'intelligence, de l'art de vivre ou de l'art tout court. C'est intéressant ici et dans les cours de critique littéraire, récemment, j'avais parlé de la notion de sublime dans l'art. Et le sublime, c'est assez souvent quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. C'est quelque chose qu'on est capable de comprendre, peut-être intellectuellement, mais nous avons des difficultés à exprimer cette chose-là. Une notion ou une représentation du sublime, c'est la notion de Dieu, n'est-ce pas? On n'est pas capable de définir totalement. Tous les mots qu'on emploie à définir l'image de Dieu, elles sont insuffisantes. Peut-être l'amour aussi est une espèce de sublime, n'est-ce pas? On peut dire oui, mais c'est la passion ou c'est un sentiment, je sais pas, de père envers le fils. Mais l'amour, c'est quelque chose d'indéfinissable, n'est-ce pas? Et on a cette notion de sublime pour parler de ces choses ou de ces sentiments, de quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. Et donc, il dira ici, cet insaisissable sentiment d'absurdité, pourrons-nous l'attendre dans les mondes différents mais fraternels de l'intelligence, l'amour, l'art de vivre et l'art tout court. Parce qu'il y aura un extrait dans l'œuvre de mythe décisif qui va parler, dans lesquels, une partie dans laquelle Camus va parler de l'art aussi. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, on est capable d'avoir une idée de ces sentiments de l'absurdité par l'intelligence, c'est-à-dire la réflexion. Un jour, je réfléchis à la vie et je dis, oui, c'est vraiment absurde, la vie, ou l'art de vivre, c'est-à-dire les quotidiens de notre vie, c'est-à-dire en croisant la vie, en croisant la rue, un jour. Vous savez, ces genres de moments dans lesquels nous avons, on appelle ça en portugais insight, ou en français on pourrait dire une étincelle, uma fagulha, uma faísca, et nous avons l'impression de comprendre quelque chose. C'est très rapide et puis on perd cette clarté, cette clairvoyance, cette clarividence. Ou l'œuvre d'art, certains livres ou poèmes ou chansons ou tableaux, je ne sais pas, est capable de nous faire avoir ces sentiments. Le climat de l'absurdité est au commencement. La fin, c'est l'univers absurde. Et cette attitude de l'esprit qui éclaire le monde sous un jour qui lui est propre pour en faire resplendir le visage privilégié et implacable qu'elle sait lui reconnaître. Donc, raison de parler des sentiments d'absurdité, c'est que les sentiments d'absurdité, c'est le premier pas pour comprendre ce qui est l'absurde. Et j'avance ici. Je vais faire un saut ici et probablement je devrais revenir dans cette définition la semaine prochaine parce qu'il est déjà 10 heures. Et en fait, il va nous apporter cette phrase ici. Cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Et vous voyez qu'ici, il nous apporte une définition. Et épaisseur, c'est lié à ça, espessura du mundo. Et à l'étrangeté, estranheza. Et en fait, pour terminer les cours d'aujourd'hui, parce que en fait, je
Oui, je comprends, Adrien, raison pour laquelle je vais juste conclure ici, mais je vais reprendre cette discussion la semaine prochaine. Je comprends que vous devez partir. Mais là, c'est vraiment pour terminer une minute. La réflexion de Camus, c'est celle de l'absurde. C'est celle-là que le monde n'a pas de sens. Et en fait, l'absurde, en fait, c'est que nous avons ces sentiments d'absurdité. On a la conscience que la vie n'a pas de sens. On demande au monde une explication et le monde nous donne au retour des silences. Ça, c'est l'absurde. L'absurde, c'est le silence que le monde nous donne au retour à la question qu'on lui pose sur l'essence de la vie. Ça, c'est la notion ou le concept d'absurde chez Camus. Et vous voyez, peut-être le texte de Sartre était plus difficile à lire, mais plus facile à comprendre. Le texte de Camus est peut-être plus littéraire et pas littéral, littéraire. Mais je vais revenir à cette discussion la semaine prochaine. Mais on va parler la semaine prochaine du roman étranger, mais aussi on continue cette discussion. D'accord? Et donc, je vous indique quelques pages à lire. Alors, ça va vous aider aussi. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos que je vous ai indiquées sur l'absurde. Il y a 2 ou 3 vidéos sur cette notion. Et peut-être les vidéos sont plus courtes et peut-être plus faciles à comprendre que l'explication d'aujourd'hui. Donc, je sais que ça reste un peu compliqué, mais on va terminer la discussion la semaine prochaine. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui ou on peut terminer là? Non, c'est bon. D'accord. C'est parce que moi, j'aurais besoin d'un peu plus de temps et nous avons commencé un petit peu en retard et j'ai pris une partie du cours à répondre aux questions et à vous montrer ou à vous expliquer les activités, etc. Mais c'est pas grave. C'était utile aussi, c'était important aussi. Donc, on continue la semaine prochaine et on conclut la semaine prochaine cette réflexion sur l'absurde de Camus. Mais je vous donne du matériel complémentaire. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir, professeur. Merci beaucoup. Merci, merci.